bonjour, Ramadan Moubarak Saïd, وكل عام وانتم إن شاء الله بألف خير. Donc, comme je vous ai annoncé il y a quelques jours au niveau des plateformes Zoom lors de la présentation des cours en direct, et après avoir posté 2 chapitres au niveau de la plateforme e-learning de la faculté de droit d'Oujda, aujourd'hui on entame les séances des vidéos explicatives des cours. Donc la première séance est la suivante d'aujourd'hui, dans laquelle on va essayer de comprendre ensemble la notion de relations économiques internationales, les fondements théoriques d'IELHA, etc. Donc, les relations économiques internationales est déjà composée de certains concepts clés. D'abord, relations internationales et il y a le concept économique. Donc, relation, c'est simplement, d'après la définition de Larousse, c'est une connexion, ce sont des liens. Des liens soit entre les personnes, on parle de relations humaines, soit entre 2 amis, de relations d'amitié, soit entre une famille, relations de paternité, entre les parents et les enfants, relations de travail entre le patron et ses ouvriers, et c'est une relation de travail, ou bien relations entre 2 pays, quiconque, un pays, par le cas du Maroc avec l'Union européenne, avec un ensemble de pays, ou bien le cas du pays avec la France, le pays avec l'Algérie, le pays avec l'Espagne, c'est une relation entre 2 pays. Quand on parle international, c'est-à-dire c'est une relation qui est hors frontières. Et donc hors frontières, c'est-à-dire hors pays. C'est contrairement aux relations nationales. Donc on parle de relations internationales, c'est-à-dire relations liées au moins entre 2 pays en ouverture. Relations économiques internationales, donc au niveau, en plus de la relation internationale, il y a le concept économique. On va voir qu'est-ce que cela signifie par la suite. Alors, les relations internationales, c'est une connexion, c'est une relation entre 2 pays tout court. Donc, il est à la fois une discipline, c'est-à-dire une discipline, la preuve c'est que c'est une discipline enseignée aujourd'hui à vous-même, les étudiants de l'économie et de gestion en matière S6, mais aussi c'est une relation réelle. Les relations entre les pays existaient depuis des années et des années. On verra, on reviendra sur l'histoire des relations économiques internationales et les relations internationales en particulier pour savoir. Donc généralement, les relations internationales font partie de la science politique. Donc, relations internationales tout court, ce sont des relations entre 2 pays, que ce soit sur le plan de sécurité ou bien la lutte contre. Ils se sont mis d'accord pour lutter contre le terrorisme, ou bien pour assurer la sécurité, ou bien d'autres relations, tracer les frontières par exemple, etc. Mais quand on ajoute relations économiques internationales, donc l'objet des relations internationales demeure les activités économiques, notamment le commerce international, la finance internationale et le mouvement des capitaux et des biens et services aussi. Donc, regardez avec moi ce schéma pour mieux comprendre. Économie politique, économie politique internationale. Alors, quand on parle de l'économie, vous avez déjà appris au niveau de la première année, la 2e année, la 3e année, etc., la notion de l'économie. L'économie, c'est une science sociale qui étudie comment les relations, comment les ressources rares d'un pays sont réparties pour satisfaire les besoins de l'homme. Alors, un pays ou l'État de ce pays, pour satisfaire les besoins illimités de sa population, il procède à l'exploitation et la capitalisation des ressources disponibles sur ce territoire. Donc, à ce niveau, on parle d'une économie. Quand on parle de l'économie politique, Alors, quand on parle de l'économie politique, d'après les définitions déjà avancées, notamment par Adam Smith, c'est la science de la richesse. Donc, c'est la gestion de la rareté, c'est la création, la distribution et l'échange. Elle porte sur l'ensemble des aspects de l'économie. C'est la manière d'exploiter les ressources existantes dans le pays pour satisfaire les besoins de l'homme via le processus de création de la richesse, que ce soit la production
ou bien la distribution, ou bien l'échange. Donc l'économie politique. Alors quand on parle de l'économie politique à l'international cette fois-ci, c'est une branche de l'économie qui s'intéresse, comme l'économie politique, à la gestion de la rareté, les ressources, à l'allocation de ressources, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien, mais surtout à l'extérieur du pays. On parle de l'économie politique hors frontières, c'est-à-dire un pays comme le Maroc, avec qui a des entreprises nationales qui décident d'exercer ailleurs, ou bien le Maroc quand il cherche à attirer les investissements directs étrangers au niveau du pays pour créer la richesse d'une part et pour stimuler l'emploi. Donc il ouvre son territoire pour attirer les investissements directs étrangers. Donc l'arrivée des capitaux au niveau ça fait partie de l'économie politique internationale, c'est-à-dire la manière de créer la richesse hors territoire national, ou bien la manière de faire l'échange hors territoire national. Le Maroc a déjà signé, par exemple, plusieurs accords de libre-échange avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec la Turquie, etc. Donc, pour faire l'échange à l'international, pour stimuler son économie politique. Donc, relations économiques internationales, elle est la branche des sciences économiques. La relation économique internationale, c'est une branche de l'économie et de l'économie internationale qui étudie les relations économiques entre les pays. Il y a les relations politiques entre les pays, d'ordre sécuritaire, de tracer les frontières, de mettre en œuvre des actions pour lutter contre le terrorisme, des actions de coopération sur le plan droit de l'homme. Et il y a des relations qui portent sur l'objet économique. Les relations économiques, les relations économiques internationales sont les relations entre les pays dont l'objet sont les activités économiques. Donc, généralement, relations économiques internationales font l'objet des relations internationales en matière économique, comme on a déjà avancé, à savoir le commerce international, l'échange international entre les pays. Donc, au départ, était le troc. On va voir au niveau qu'on va parler de l'histoire des relations économiques internationales, que les relations commençaient avec le troc. Par la suite, après le troc, les États qui ont décidé d'ouvrir leurs frontières dans le cadre du libre-échange, ils ont adopté la doctrine libérale, ils ont procédé à l'ouverture de son économie et ils ont procédé d'abord par le commerce international. Il y a les échanges financiers, c'est-à-dire les échanges des actions. Normalement, entre les pays, il y a un échange de capitaux. Certains décident d'aller... Surtout, quand on parle d'échanges financiers, ce sont l'échange de monnaie, le taux de change, etc. Il y a une relation interne, notamment développée en 1944 dans le cadre des accords de Bretton Woods. Le talon d'or a été remplacé par le dollar en tant que monnaie de change international. Par la suite, l'accord de Bretton Woods a été démoli en 1971 après la sortie des États-Unis des accords. Et donc, on verra par la suite que l'échange financier a été bouleversé. Le talon d'or ou l'unité de mesure, le dollar ou l'unité de mesure, ou là, plusieurs monnaies internationales ou plusieurs devises internationales qui flottent dans le marché international. Il y a aussi, dans le cadre des relations internationales, on travaille sur les mouvements internationaux des capitaux. C'est une discipline aussi, où c'est un objet de relations économiques entre les pays. Surtout quand on parle, il y a les investissements directs étrangers. Plusieurs entreprises internationales sont installées aujourd'hui au Maroc et certaines entreprises marocaines, de nationalité marocaine, sont installées ailleurs pour produire ailleurs, d'après l'allocation, d'après les bénéfices ou les gains de l'échange ou les gains de productivité ou bien la compétitivité ou les avantages comparatifs avec le pays. Ils ont décidé d'installer ailleurs pour bénéficier plus et c'est tout à fait légitime. Et donc il y a un mouvement des capitaux internationaux, que ce soit d'un pays du Maroc vers un autre pays ou là d'autres pays vers le Maroc et vice-versa pour les autres pays. C'est la raison pour laquelle on parle de relations économiques internationales. Donc les relations économiques internationales de façon générale touchent à la fois le commerce international, les échanges financiers, les mouvements des capitaux. Et au niveau du cours, vu qu'on n'a pas suffisamment le temps, on doit arrêter les cours le 11 mai, on va
s'arrêter davantage sur les relations et les théories du commerce international parce que certains partis, il y a le mouvement des capitaux, les échanges financiers, font partie beaucoup plus de la finance internationale, de la finance, et donc l'économie financière, vous avez déjà vu au niveau des autres cours. Donc, l'objet du commerce international, il porte soit sur le commerce des biens et des services, ou bien sur les échanges des capitaux. Échange des capitaux veut dire que ce soit les investissements directs étrangers ou bien les investissements en portefeuille, c'est-à-dire certaines entreprises peuvent faire le choix d'acheter des actions, des obligations d'autres entreprises internationales et vice-versa. Les internationaux peuvent acheter aussi des portefeuilles, des titres et actions. Les l'objet pour le gain, pour un moment, pour une certaine durée déterminée, les bénéfices d'elles. Par contre, les actions qui sont actionnaires de la société, il y a des cas, des entreprises, que ce soit au Maroc ou ailleurs, des actionnaires internationaux. Le cas d'Etisalat al-Maghreb, on a des actionnaires d'autres États internationaux et plusieurs cas des entreprises marocaines qui ont des actionnaires internationaux ou bien qu'il y a des personnes qui achètent tout simplement les obligations, les titres liquidés pour gagner du temps dans un délai déterminé. Alors, pourquoi les relations internationales ou bien les raisons d'être de la matière relations économiques internationales? Pourquoi un État décide d'échanger ou de faire une relation avec un autre État? Plusieurs questions se posent. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi on fait l'échange? Pourquoi on fait des relations économiques internationales avec les autres pays? Quelle motivation? Pourquoi on fait des relations? Quel intérêt pour faire des relations? Il y a plusieurs raisons de motivation qui poussent un pays à faire des relations internationales. Parfois, il est contraint. Il est contraint parce que la population d'un pays a des besoins. Et les besoins sont illimités, alors que les ressources d'un pays sont limitées. Donc, on ne peut pas trouver toutes les choses qu'on veut, que la population veut, sur un territoire donné, d'où la nécessité de recourir à une relation internationale signée dans le cadre d'un accord pour avoir les marchandises dont le pays ne dispose pas. D'accord? Donc, il y a impossibilité de trouver l'ensemble des biens sur un marché donné. Et dans ce cas, le pays se trouve dans l'obligation de faire des relations internationales, de signer des accords de libre-échange pour avoir, ou la bilatérale, pour avoir avec le bien, pour satisfaire les besoins illimités de la population. Les besoins sont relatifs, ils changent dans le temps et dans l'espace, et donc ils sont cumulés. Et donc automatiquement, l'État doit garantir, doit satisfaire les besoins de la population et par conséquent le besoin de la nation. Satisfaire le besoin de la nation, que ce soit des entreprises ou de sa population. Et donc, il est obligé de mobiliser ou de satisfaire l'ensemble des besoins. L'ensemble des besoins sont satisfaits via des biens. Les biens ne sont pas toujours produits. L'ensemble des biens ne peut pas être toujours produit par le pays. Il y a des pays qui ont des ressources limitées, qui a une dotation de facteurs limitée dans un produit, on verra par la suite. Et donc, il ne peut pas faire tout. Et donc, il se recourt à des relations internationales pour échanger et doter le pays des besoins nécessaires, les matières premières, les khassos, les biens et services, les khassos, ou les sur le territoire national. Deuxième raison, c'est que les gains de l'échange, l'objectif de gain, un État a besoin de gagner, il a besoin d'avoir le déficit de sa balance commerciale. Donc pour avoir le déficit de sa balance commerciale, il faut que ses exportations soient supérieures aux importations. Donc il a besoin d'exporter les produits en abondance ou le surplus pour avoir un gain d'échange, un gain de l'échange. Donc le gain de l'échange est essentiel. Donc sinon, s'il n'y a pas de gain, pourquoi faire l'échange déjà? Donc, s'il n'y a pas un gain de l'échange ou des gains de l'échange, on ne peut pas faire l'échange aslan. Donc, parmi les objectifs, l'objectif de gain est l'un des objectifs qui guide à mener des relations internationales. Il y a, comme j'ai déjà dit, la nécessité de satisfaire l'ensemble des besoins de son marché national. C'est la raison pour laquelle un État recourt les relations internationales ou la signe des accords, que ce soit des accords unilatéraux avec un pays ou les bilatéraux avec plusieurs pays, pour
satisfaire les besoins de la nation, l'ensemble des besoins, parce que le pays a ses capacités limitées, a des ressources rares, il ne peut pas produire tous ses besoins, tous les biens qui permettent de satisfaire les besoins de la nation. Donc, il recourt à l'échange international, il donne le surplus, il offre, il vend ou il commerce, il fait l'échange, les produits dont il dispose un surplus et il importe les produits dont il ne peut pas produire au niveau national. Aussi la disposition des avantages comparatifs, on verra par la suite quand on va voir les fondements du commerce international, on va expliquer davantage la théorie des avantages comparatifs, que ce soit la théorie des avantages comparatifs absolus développée par Adam Smith ou bien la théorie des avantages comparatifs développée par Ricardo. Donc il y a deux théories à ce niveau. La théorie des avantages absolus d'Adam Smith, donc qui dit qu'un État doit se spécialiser dans la production des biens, l'ensemble des biens dont dispose un avantage en termes de coût. Par contre, Adam Smith qui dit que non, le pays doit se spécialiser dans la production d'un bien qui a un avantage comparatif par rapport aux autres pays. Et on verra par la suite la théorie avec des exemples chiffrés. Donc, un pays qui a un avantage comparatif ou un avantage absolu dans certains produits, il a intérêt à faire le commerce. Donc il sent qu'il a un avantage par rapport aux autres pays et donc il peut gagner davantage l'échange. Les gains de l'échange, ils sont supérieurs et donc il peut faire l'échange. Et donc, c'est une raison pour avoir des relations internationales ou entrer dans les relations économiques internationales. Alors, il y a un autre facteur, c'est l'exigence des consommateurs en matière de technologie. Certains consommateurs d'un pays, on peut trouver un produit au Maroc. Mais aujourd'hui, l'exigence du consommateur devient de plus en plus élevée avec la technologie. Il y a des consommateurs qui préfèrent un produit qui a plus de technologie, alors que, par exemple, dans le pays, on ne peut pas le trouver. Je ne sais pas l'exemple de téléphones ou là, des voitures de luxe, etc., de marque. Il y a des exigences de certains consommateurs, alors que le pays ne peut pas produire des produits de haute technologie. Aucun écart de technologie entre les pays. Automatiquement, les pays qui ont plus de technologie peuvent importer de la technologie via le commerce international des autres pays. Donc, le besoin, le produit exigé par les consommateurs qui demandent plus de technologie ou de haute technologie, pousse l'État à importer les produits de haute technologie des autres pays. Le cas des voitures de luxe, quoique le Maroc actuellement produit les voitures, certains produits de marque, de luxe, de haute technologie, ils sont importés de l'extérieur. Donc, il y a une demande, une nouvelle exigence que l'État doit satisfaire. Donc, pour satisfaire, il doit recourir aux relations économiques internationales, notamment du commerce. La même chose pour la demande des produits intra-branches. C'est le cas intra-branche, c'est-à-dire la production du même produit. Donc, un pays, il peut y avoir des relations entre deux pays qui produisent le même produit. Mais il y a une variante au niveau de la technologie, de la qualité, des gammes, etc., du confort, du luxe, par rapport. Maintenant, le Maroc, on produit les voitures Dacia. Les Mercedes, ils sont importés de l'Allemagne. Le montage un pays, le produit Kamel fini qui est les autres pays d'Allemagne, donc il y a les mêmes produits, que la technologie sont différentes, donc automatiquement on recourt à leur technologie pour satisfaire le point d'avant, l'exigence du consommateur en termes de technologie. Alors, avant de revenir à ce point, j'aimerais bien alors كاين واحد لا فوتو au niveau à gauche ديال l'exposé ولا ديال الديابو فيها مكتوبه بريتون وودز. Alors c'est quoi Bretton Woods? Bretton Woods, c'est une petite ville les États-Unis qui a abrité la rencontre internationale entre les délégations des pays. Au niveau de la photo Tania, qui ont deux personnages, deux personnalités. Ce qui est à gauche, c'est le trésorier des États-Unis, s'appelle White, et ce qui est à gauche, c'est John Maynard Keynes, le chef de la délégation britannique qui ont participé
هاد la conférence ديال Bretton Woods en 1944. Alors, l'accord de Bretton Woods en 1944 a été signé. Et c'est une date, 1944, c'est une date charnière dans l'histoire des relations économiques internationales. C'est ainsi qu'un ensemble de pays se sont mis d'accord sur certaines règles, sur certains points qui ont permis de favoriser, d'une part, un système monétaire international favorable à l'échange. Ils ont décidé de créer une banque internationale de reconversion et de développement, la BERD, et qui s'appelle aujourd'hui la Banque mondiale, pour aider les pays détruits par la guerre, les 2 guerres mondiales, à se reconstruire. Donc la reconstruction de la guerre, les pays après les 2 guerres mondiales, notamment la Deuxième Guerre mondiale, était derrière par les motifs de la rencontre de Bretton Woods. Et c'est ainsi que la communauté internationale, ou bien les délégations participantes sous la conduite des États-Unis ou la Grande-Bretagne représentée par Keynes, qu'on verra par la suite parmi les défendeurs de l'idée de l'intervention de l'État en matière de l'économie via les investissements. Donc il y a la base, il y a les relations, la finance, etc. On verra par la suite la théorie dialogue. Et le représentant des États-Unis, chacun défendait une idée, mais en fin de compte, c'est l'idée des États-Unis qui a gagné en adoptant les talents, en faisant l'abondance des talents d'or et en adoptant une nouvelle monnaie d'échange qui est le dollar. Et par la suite, on verra par la suite que, vu des problèmes, notamment le choc pétrolier et la crise économique des États-Unis, les États-Unis ont décidé en 1971 d'abandonner les accords de Bretton Woods, c'est la période où l'économie politique internationale comme une discipline économique qui étudie les relations internationales. On verra par la suite, on va voir ce que Bretton Woods ou les États-Unis ont abandonné les accords de Bretton Woods اللي كانوا هما les leaders فيها ودارت اصلا في les États-Unis في بلادهم. Alors l'économie politique ou l'économie internationale والعلاقه ديالها مع les relations internationales راه déjà شرحتها قبيله. Les relations internationales c'est une partie, c'est une discipline qui كتقرا dans le cadre de l'économie internationale. Donc l'économie internationale c'est une branche des sciences économiques qui étudie l'ensemble des relations internationales entre pays, que ce soit les relations commerciales, les relations financières, l'évolution du système monétaire financier international, les variations des taux de change et leur impact sur la balance commerciale des pays, etc. Donc, il porte l'économie politique, l'économie internationale sur l'ensemble des domaines, que ce soit les échanges, théorie des commerces, les flux des capitaux, qui font partie de la finance internationale. Donc, هادو كاملين font partie une discipline les relations internationales. Donc les relations internationales est à la fois une discipline qui تتقرا ودابا تنقريها لكم تنحاول نشرح لكم ولا on partage avec vous certaines notions ديالها وكاين c'est une réalité. هاد les relations existent vraiment. كاين des accords signés entre les pays, كاين des relations de partenariat entre les pays, كاين des accords, كاين des relations positives, كاين les relations négatives entre les pays. L'essentiel, les relations existent, relations surtout économiques internationales. Et tant qu'on parle de relations économiques internationales, aucun pays ne peut s'engager dans une relation perdante. C'est toujours une relation gagnant-gagnant et on va voir le taux de la variation les gains qui diffèrent. À l'exception faite, il y a une puissance d'un État sur un autre, automatiquement, la suprématie d'un État par rapport à un autre, surtout un pays ou les colonies dialogue, etc., qui est l'état de subordination. Alors, regard international, évolution historique sur les relations économiques internationales. Alors, هنا كتشوف واحد لا فوتو درتها غير في الصحراء والقوافل التجاريه. C'est l'Antiquité, la période de l'Antiquité, العصور الوسطى, marquée par les caravanes internationales, العصور القديمه اللي تمشي الوسطى العصور القديمه, marquée par les caravanes internationales. وكنا تنتفرجوهم ميم في لي فيلم تنتفرجوا دوك القوافل التجاريه. ميم لو كا ديال فيلم الرساله كتشوفوا دونك ميم في الاسلام وافون الاسلام كانوا هاد القوافل التجاريه هي لا باز ديال ليكونومي. Donc, surtout le commerce international. Donc, l'Antiquité, le commerce international كان هو
l'activité économique la plus connue, la plus développée de l'histoire, où le Moyen-Orient constitue le carrefour. يعني كان الملتقى ديالها هو le Moyen-Orient. Le 16e et 17e siècle, c'est l'ère des mercantilistes تجاريون اللي ظهروا كانت بالنسبة لهم l'or التجارة le commerce est la seule source de richesse où un pays est riche s'il détient plus de l'or. Pour détenir plus de l'or, il faut faire du commerce, il faut développer les exportations et limiter les importations avec un rôle primordial de l'État, un État interventionniste pour empêcher la sortie de l'or et favoriser les investissements militaires. On verra par la suite les investissements militaires, les investissements en matière de navires pour faire les découvertes et avoir plus de l'or. Donc, à l'époque, développe pas le commerce international, quoique quand la relation entre les pays, c'est une relation de force, de puissance. Le plus puissant sur le plan militaire, ou le pays qui peut avoir plus de l'or parce qu'il va conquêter les territoires, il va coloniser les territoires et prendre les richesses d'Yalhom. Donc le 18e et 19e siècle, c'est l'ère des classiques, des libéraux, du capitalisme développé, c'est l'ère de la révolution industrielle, c'est le temps, le commerce international, les projets Diallo, le développement Diallo, avec les progrès techniques, la révolution industrielle, sera le mouvement des Lumières. Donc, c'est les projets de la croissance économique internationale. La période des deux guerres, entre 1913 et 1950, marquée par le déclin. Donc, après la période d'hégémonie, j'ai le déclin, les deux guerres mondiales. L'Amérique du Nord et l'Asie ont pris la suprématie sur le plan international en matière économique à l'époque, où l'Europe est affaiblie par la guerre. 1950 marqué par une croissance internationale, c'est une période marquée par une croissance internationale, par l'augmentation des volumes des échanges. Les volumes des échanges, pourquoi ont augmenté à l'époque? Parce que à l'époque, 1950, c'est après 1944, après 1947, c'est la période où la communauté internationale s'est mise d'accord sur les accords de Bretton Woods. D'une part, ils ont créé la Banque internationale de reconstruction et de développement, la BERD, qui aujourd'hui s'appelle la Banque mondiale. Ils ont créé le Fonds monétaire international. Ils ont mis d'accord sur la GATT, l'accord sur les tarifs douaniers, etc. Et c'est ainsi que le commerce a connu de l'expansion importante à l'époque. Surtout suite les accords du GATT, غادي نشوفوا comment la chose تقلبات par la suite من بعد ما خرجت les États-Unis من les accords de Bretton Woods. Alors, un aperçu rapide à certaines dates. Juillet 1944 constitue une date charnière dans le domaine des relations économiques internationales avec la signature des accords de Bretton Woods. 44 pays ont signé l'accord à l'époque. 44 pays ont signé l'accord, les accords les États-Unis, une petite ville qui s'appelle Bretton Woods, et qui ont tracé les grandes lignes du système financier international d'une part. Ils ont créé la GATT pour favoriser le commerce et réguler le commerce international. En 1945, 27 décembre en particulier principalement, la création de la BERD pour la reconstruction de l'Europe, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, fut créée avec l'adhésion de 189 États. Ou quand on a la structure de coopérative de la banque, parce qu'il s'appelle une banque, c'est une banque, elle fonctionne selon la logique des coopératives. Les États membres, ils adhèrent, ils cotisent, ils bénéficient des accords. Donc, au départ, quand l'objectif, la reconstruction des pays affaiblis, surtout les pays membres, par la suite, il s'est développé l'activité d'Yelha, s'est élargie vers les autres pays, même les pays pauvres, où maintenant elle intervient dans la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les changements climatiques, etc. Donc, ils ont élargi le champ d'intervention d'Yelha. Mais au départ, 189 pays se sont mis d'accord sous forme de coopérative pour la constitution de l'Europe, la reconstruction, fournissant des prêts, parce que c'est une banque, ils donnent des prêts,
Il garantit les services de conseil, il donne des conseils. Parfois, aujourd'hui, la Banque mondiale offre des conseils les pays affaiblis. Il donne même les conseils, le Maroc, l'Algérie. À chaque fois, il fait des rapports périodiques pour orienter la situation d'un pays ou la donner des conseils à le pays pour adopter une telle stratégie ou telle stratégie pour redresser son économie et son développement. La création du FMI en 1945, comme une institution financière, le Fonds monétaire international est créé suite aux accords de Bretton Woods pour assurer la stabilité du système monétaire international. Et la stabilité du système monétaire international, c'est une condition préalable au développement des relations économiques internationales, notamment les relations d'échange et du commerce. Un pays qui n'est pas stable, ou il y a un pays affaibli au niveau intérieur, à cause des litiges internes ou bien à cause des problèmes économiques, il peut influencer le système économique international, il y a déjà en relation internationale. Donc, le FMI, pour régulariser la situation, il intervient dans les pays en développement ou là affaiblis pour que le système international monétaire ne soit pas affaibli, ne soit pas déréglé. Et il donne des conseils ou il donne des prêts, des aides. Le cas du Maroc, il nous a donné des aides en les années 80, sous forme, dans le cadre, il y a le programme d'ajustement structurel, le PAS. Il a donné des aides au Maroc, mais sous conditions toujours, les conditions, l'ouverture de l'économie marocaine davantage, la privatisation, etc. Il a donné à côté de la Banque mondiale des conseils au Maroc pour baisser la masse salariale. Et donc, le Maroc a recouru à une réforme de l'administration. Dit que le départ volontaire à la retraite. Et donc, كان sous les conditions ولا sous le remarque ديال عندنا واحد الاعتماد بنكي واحد الاعتماد مالي في لا بنك مونديال ولا في لو فيمي كنستعملوا المغرب كيستعملوا ولكن كيستعملوا اون كا دو كريز سو كونديسيون توجور ديال الفون مونيتير انترناسيونال كيعطيونا توجور دي كونساي دو ريكومونداسيون ولوبجيكتيف ديالهم هما assurer le système monétaire, la stabilité du système monétaire international parce que si le système monétaire marocain est déréglé, automatiquement, le Maroc, tant qu'il est lié avec des accords de libre-échange, des accords économiques avec les autres pays, il affectera d'une manière ou d'une autre la stabilité du système monétaire des pays avec qui il est en relation. Alors, généralement, pour terminer la capsule 1, les conclusions de Bretton Woods, les conclusions de Khorjoubihom, l'impossibilité de retourner à l'étalon d'or, car l'étalon d'or ou l'unité de mesure, MAPRACH, la création des institutions internationales, le Fonds monétaire international et la BERD, la Banque internationale de reconstruction et de développement, l'IHIA, la Banque mondiale aujourd'hui, la création du GATT, General Agreement Tariff and Trade, اللي من بعد في مراكش غتولي هي لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس وهذه دارت مجموعه ديال لي ميزور douanières, tarifaires, etc. pour aider le commerce international, réguler le commerce international, etc. Donc, la capsule, c'est une capsule générale à les relations économiques internationales, la genèse ديالها, la relation entre la relation économique internationale et les relations internationales, l'évolution ديالها, les relations économiques internationales avec notamment les accords de Bretton Woods en 1944. Je nous rappelle les accords de Bretton Woods quand la création de la Banque internationale de reconstruction et de développement, la BERD, qui est aujourd'hui la Banque mondiale, quand la création de la banque, le Fonds monétaire international pour assurer la stabilité monétaire internationale, ou quand les accords du GATT qui ont créé les conditions de le commerce international entre les pays. Et donc, les éléments ensemble ont favorisé davantage de relations économiques internationales parce qu'ils ont assuré la stabilité, que ce soit commerciale via les accords de libre-échange, via les accords douanières et tarifaires du GATT, et un système monétaire international avec la création d'une unité de change. Il n'est pas tributaire de l'étalon d'or, mais du dollar, avant que les accords de Bretton Woods se sont pris fin en 1971, notamment avec la sortie des États-Unis, qui a vu à l'époque une récession de son commerce international et a connu un déficit commercial chronique à l'époque, et donc ce qui a poussé le président Nixon à l'époque
d'imposer certains impôts d'abord à certains pays pour protéger son économie et par la suite abandonner une fois pour toutes les accords de Bretton Woods. D'accord? Donc on verra au niveau de la seconde capsule l'évolution du rôle de l'État et protectionnisme et l'ouverture et la mondialisation dans le cadre des relations économiques internationales.